Cosa Vostra. Et là, on va voir les investisseurs, on leur dit, écoutez, on a une intuition. On vient d'appliquer pour la première fois un critère genré sur notre audience pour voir si c'était des hommes ou des femmes qui étaient les plus engagés. Et truc bluffant, 70% des gens les plus engagés sur ce média à ce moment-là sont en fait des jeunes femmes. Et pour nous, c'est un truc de dingue parce que, en fait, dès qu'on avait des interactions avec l'audience, c'était surtout des gars. Et donc nous, on était persuadés qu'on avait une audience plutôt masculine. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. Alors, petite nouveauté, cet épisode est le premier que j'enregistre en vidéo dans les studios d'Orso. Voilà, donc je suis pas sûr de mettre tous les extraits ou l'intégralité du podcast en ligne, mais en tout cas, j'en mettrai sur les réseaux sociaux. Ce sera l'occasion d'aller voir un petit peu le setup et je voulais faire cet essai et avec qui de mieux pour cet essai que de le faire avec Léonore de Roquefeuille. Léonore, bonjour. Bonjour François. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, tu es cofondatrice d'une newsletter qui s'appelle Vox. Voilà, donc l'idée aujourd'hui, c'est de parler un peu de cette newsletter, de l'histoire de cette newsletter qui n'était pas une newsletter au début. Il y a une aventure assez rigolote, en tout cas, derrière tout ça. Est-ce que tu peux peut-être te présenter avant pour ceux qui ne te connaissent pas, un peu ton parcours avant qu'on parle un peu du projet de Vox? Bien sûr. Donc Léonore, moi ça fait une dizaine d'années maintenant déjà que je suis entrepreneur, que je dirige ce projet du coup qui s'appelle Vox et dont on va parler un peu plus. Avant ça, j'ai un parcours plutôt dans les relations internationales parce que j'ai commencé ma carrière à l'ONU, à New York, dans la participation politique et économique des jeunes. Donc déjà pas mal d'enseignements que tu as pris là-bas. Tout à fait. Donc ça, c'était en 2010-2011. Donc c'était un peu au moment où explosait le concept d'entrepreneuriat social, où il y avait un mouvement mondial assez important, où on se rendait compte qu'on pouvait créer des boîtes qui avaient un impact social et sociétal fort. Et donc, petit à petit, je me suis rendu compte que moi-même, j'avais envie d'avoir un impact fort dans mon travail au quotidien. Donc, évidemment, avec l'ONU, je travaillais à ça, mais j'ai eu envie d'avoir quelque chose de plus concret. Oui, parce que l'ONU, ça reste encore quand même très... c'est très macro. Très macro, on va dire. Voilà. C'est très haut level. T'as pas l'impression forcément d'être dans l'impact vraiment du terrain, quoi. Tout à fait. Enfin, c'est un impact un peu différent. Et donc, ça m'a mené à quelque chose de très, très, très concret pour le coup, puisque j'ai bossé pendant quelques années chez Saint-Gobain, en Espagne. J'avais vraiment besoin d'industrie oui, pour vraiment te dire ce que tu as... brick and mortar. Parce que là, il y avait rien d'impact de jeunes ou quoi que ce soit. Alors, si, parce que Saint-Gobain, c'est ce qu'on voit partout dans nos villes. C'est nos fenêtres, c'est notre isolation. Et moi, je travaillais justement sur l'isolation. Et l'isolation, ça a un énorme impact sur l'environnement. D'accord. Mais donc, en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que c'était important pour moi d'être impliquée, d'avoir les mains dans le cambouis. Et à Madrid, quand je travaillais pour Saint-Gobain, j'ai développé la branche locale d'une organisation qui s'appelle Make Sense. Make Sense qui fait de l'entrepreneuriat social. Et via Make Sense, petit à petit, les choses se sont faites et je suis entrée chez Vox, dont j'ai pris la direction quelques mois après mon entrée. D'accord. Alors Vox, au départ, c'était une plateforme à destination des 18-35 ans. Tu peux peut-être, pour agir et décrypter la vie politique. Donc, il y avait plein de choses derrière ça. Est-ce que tu peux faire la petite histoire de Vox jusqu'à ton arrivée? Puis après, à partir de là, on pourra faire la carte d'identité de ce qu'est Vox aujourd'hui. Mais c'est un peu l'histoire d'un pivot quand même, Vox. Ouais, alors si tu me permets, je vais faire plutôt l'inverse. Ouais. Je vais dire d'abord ce qu'on est aujourd'hui et revenir sur la genèse. Aujourd'hui, Vox est un média école qui aide à construire une génération de femmes puissantes. On fait ça via deux jambes, comme je le dis, média école. Donc la première, c'est l'information via une newsletter qui s'appelle La Quotidienne de Vox, qui est envoyée tous les matins à 6h30 du mat et qui me donne en 5 minutes l'info
et l'énergie nécessaire pour aborder la journée. Donc, on a de l'actu et des astuces d'empowerment qui vont me donner des conseils très concrets pour me faire entendre au boulot, face à mon banquier, dans la vie de la cité, par exemple. Et deuxième jambe, c'est la formation. Et donc là, on a créé la première école de ce qu'on n'a pas appris à l'école. Donc, on apprend à négocier son salaire, à investir ses premiers 500 €, à s'acheter un appart, mais aussi à faire du feedback constructif dans sa boîte. En gros, toutes ces choses qu'on n'a pas appris, mais qui sont quand même diablement utiles, encore plus quand on est une femme aujourd'hui. Ouais, très axé quand même pro, finance. C'est quand même vos thématiques principales. Ce n'est pas exclusif, mais c'est quand même sur ces sujets-là que vous essayez d'agir et la teinte un peu de Vox de la quotidienne, c'est ça? Ouais, en fait, on a 5 piliers, nous, sur lesquels ça nous intéresse d'agir. Le premier, effectivement, c'est pro. C'est l'endroit où on passe 80% à peu près de notre temps éveillé. Donc, et où il y a plus de travail aussi à faire en termes d'égalité ou d'empowerment. En fait, c'est un levier super pour avancer justement sur les enjeux d'égalité. L'argent, c'est un sujet qui, en France, est encore vachement tabou dans les mentalités. Et pourtant, c'est pareil. En fait, apprendre aux gens à mieux gérer leur argent, c'est la première marche vers la liberté, vers l'autonomie, vers l'indépendance. Mais c'est aussi la meilleure façon d'avoir un impact sociétal massif. Aujourd'hui, les femmes, elles investissent beaucoup moins que les hommes. Tout milieu confondu, même niveau d'éducation, toutes choses égales par ailleurs, une femme a moins de probabilité d'investir qu'un homme. Et en fait, ça fait qu'aujourd'hui, on a des milliards qui sont sur des comptes bancaires non rémunérés, tenus par des femmes non rémunérées, qui pourraient permettre non seulement aux femmes de gagner mieux leur vie, et notamment de mieux préparer leur retraite, mais aussi qui pourraient leur permettre de dessiner la société qu'elles ont envie de dessiner, c'est-à-dire d'investir dans des secteurs qui leur parlent, d'investir dans des boîtes qui leur parlent. Et en fait, c'est un levier de ouf parce que ce qu'on sait, c'est que les femmes, quand elles investissent dans des investissements qui sont plus rentables. Donc, ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le BCG. C'est le BCG. Donc c'est quand même assez sérieux. Parce que, alors c'est intéressant, c'est pas forcément le sujet de l'épisode, mais on a le temps. Et pourquoi elles investissent moins? C'est culturel ou c'est une aversion au risque? Est-ce que... En fait, il y a une multitude de facteurs qui jouent sur ce sujet de l'investissement. En fait, c'est très récent que les femmes aient accès à leur argent. En fait, les femmes ont droit à avoir un compte bancaire à leur nom que depuis les années 60. Donc, en France? Ouais. Donc, années 60. Voilà. Donc, c'est assez récent, en fait. Donc, il y a cette espèce d'acculturation nécessaire, qui prend du temps. Et puis ensuite, il y a tout un ensemble de constructions sociales qui font que dans un couple, par exemple, donc si on prend l'exemple du couple hétérosexuel, je dirais classique, en fait, l'homme gère les finances et la femme gère le portefeuille quotidien. Donc, en fait, les femmes ont toujours géré de l'argent, puisque même quand elles ne gagnaient pas d'argent et qu'elles n'avaient pas le droit de travailler, c'était elles qui devaient gérer. L'intendance. Exactement. Et donc, elles ont toujours été des pilotes de budget exceptionnels. Donc, c'est pas tant qu'elles savent pas faire, c'est que c'est pas jusque-là ce qui nous était demandé, entre guillemets. Il y a ça, et puis il y a aussi un peu l'image que l'argent, c'est un truc de mec. S'intéresser à l'argent pour une femme, c'est un peu... c'est être une femme vénale. Ouais. D'ailleurs, on va dire d'une femme qui demande une augmentation que elle a un peu les dents qui rayent le parquet. Ouais, un peu carriériste. Ouais, elle est carriériste, tu te rends compte. Vouloir avoir une carrière, c'est dingue. Donc voilà, je pense qu'il y a la conjonction de différentes choses. Et puis, un sujet qui est vachement plus global et qui ne concerne pas que les femmes, le manque d'éducation financière en général, en France, par exemple, ou sinon, si on regarde en Europe par rapport aux pays anglo-saxons. Ouais, et ça, il est assez global. Là, pour le coup, c'est pas plus les femmes que les hommes. On n'a pas d'éducation financière en France, globalement. Peu. Ouais, peu. Et en fait, ce qui existe aujourd'hui pour s'éduquer financièrement, si tu veux t'éduquer financièrement, en gros, aujourd'hui, tu as à peu près 2 terrains de jeu. Tu as les vidéos des influenceurs où parfois ils disent n'importe quoi. Et d'ailleurs, il y en a qui se sont fait retoquer par l'AMF, oui. l'autorité des marchés financiers, parce que ils disent d'aller investir en crypto. Sur les rendements, etc. Voilà, n'importe quoi. Et donc, cette espèce de secteur qui se développe de manière un peu débridée. Et de l'autre, il y a le secteur ultra tradi de en fait, l'info que va te donner ta banque, qui est super opaque, écrit en tout petit, qu'on ne capte rien. Et biaisé aussi. Voilà, et tu as l'impression que ton conseiller bancaire, il n'a pas ton meilleur intérêt à cœur. Et alors, il y a plein de choses qui changent sur ce sujet d'éducation financière, et je trouve ça fabuleux. Mais vraiment, il y a des choses à faire, quoi.
Donc ça, c'est le premier pilier sur les 5. Enfin, donc, c'est le deuxième, parce que je t'ai dit le travail. Le travail, effectivement, l'argent. Après, il y a la vie publique, et si tu veux, comme ça te permettra de faire la transition avec d'où on vient. Ouais. En gros, nous, on est convaincus que le rôle des médias, c'est de t'aider à prendre de meilleures décisions. À prendre de meilleures décisions pour toi-même au quotidien. Donc, c'est-à-dire, en fait, l'information m'aide concrètement à consommer de manière plus alignée avec mes valeurs, à, par exemple, justement prendre des décisions financières qui soient alignées avec le contexte économique global. Donc, ça va prendre des décisions pour moi-même, mais aussi, le rôle de l'information, c'est de m'aider à prendre des décisions pour la collectivité, à faire ma part, en fait, du collectif. Et donc, quand on a commencé Vox, en fait, on s'est dit... On se sent informé et pourtant on se sent désarmé. On a l'impression souvent que en fait, tu peux suivre toute l'actu et pourtant il y a toujours rien que tu puisses faire. Et en fait, très vite, on s'est rendu compte que nous, ce qu'on a envie de faire, c'est de montrer des voies d'action. En fait, on va t'informer par exemple sur une élection ou t'informer sur l'existence d'une asso. Et dans les deux cas, on va dire si tu veux rejoindre l'asso, c'est par là. Si tu veux t'informer davantage sur cette élection, en fait, il y a une réunion publique. Vas-y. En fait, il y a un peu cette envie chez nous de réconcilier ce qui se passe dans le champ public et ce qu'on en apprend. Tu vois, par exemple, et donc là, je vais te donner le contexte dans lequel on est né. On a créé Vox en 2012, au moment de la présidentielle française, avec un premier outil ultra simple, qui était un outil de comparaison des programmes politiques. Donc, en gros... L'élection arrive. Ça foisonne de programmes, d'idées, de discours, de programmes, voilà. Tu reçois des trucs mastodontes, complètement indigestes par mail ou dans ta boîte postale. Et tu te dis, oulala, il faut que je me farcisse tous ces programmes moches avant d'aller voter. Tu te dis, il faut que je regarde toutes les émissions pour être sûr de bien capter, machin. Puis finalement, tu votes comme ton père parce que bon, c'est quand même plus simple. Je fais. Oui, non, mais bien sûr, il y a ça. Le nombre de personnes qui lisent réellement les programmes, il est relativement faible. C'est totalement indigeste et en fait. Et puis c'est chiant en fait. Ouais. Donc voilà, en 2012, là, c'est 5 copains qui se font ce constat, qui ont 20 ans, ça va être leur deuxième élection, quoi, en gros, et qui se disent mais c'est un truc de fou, moi en fait, si je veux voter par moi-même. Avec mon propre esprit critique, en fait, il faudrait que je passe des semaines et des semaines à décortiquer tout ça. Ouais. Quoi. Et donc, c'est là qu'est venue l'idée du comparateur ultra simple de je prends 2 candidats, un thème, et je vois qui me propose quoi sur santé, éducation, logement, jeunesse, etc. Donc, cet outil, il a été créé de manière un peu sauvage, tu vois, soirée week-end, associative, quoi. Et il a été proposé très vite à des grands médias nationaux, donc tu vois, Le Monde, Le Point, L'Express, qui se sont retrouvés à intégrer le comparateur directement sur sur leur site. Exactement, sur leur page de garde électorale. Donc, le comparateur, en 2012, c'était déjà un énorme buzz, quoi. 1 million de visiteurs. Enfin, c'était un bon truc, quoi. Ouais. Et c'est là que je pense que les médias se sont rendus compte que il y avait quelque chose à faire des petites innovations tech assez simples, mais en même temps ultra tournées vers l'utilisateur. Et puis, nous, ça nous a permis d'avoir une visibilité massive pour 0 argent, en fait. Ouais. De se faire connaître vite et d'avoir un impact important avec cet outil-là, qui a permis, du coup, on sait déjà qu'en 2012, on avait plus d'1 million de personnes qui avaient pu voter de manière plus éclairée grâce à cet outil de comparaison. Donc un vrai impact. Ouais. Pas de modèle économique, évidemment, c'était du très bénévole, de l'asso. De l'asso, ça a été financé par quelques subs, notamment parce que c'était en open data, donc il y a eu des subs de différents ministères sur l'open data, il y a eu des subs de différentes organisations non-profit, et puis après ça, en fait, très vite, on s'est rendu compte que cet outil, on pouvait en faire un truc assez dingue, puisqu'il y a eu vite des demandes de gens qui venaient de pays étrangers qui disaient « Ah bah tiens, mais moi, j'ai une élection chez moi au Pérou. Est-ce que je peux utiliser votre outil ? Est-ce que je peux utiliser l'outil ?» Comme tout était en open data et que le code était libre, on était là. C'est quoi, il y a un guide. Ouais. Do it yourself. Voilà, exactement. Et donc cet outil, on l'a présenté en c'était 2014, je crois, un concours qui s'appelait 101 projets. Donc là, ça commence à dater un peu, qui était un concours qui avait été monté par Xavier Niel, Simon Signy et Jacques-Antoine Granjon, qui était là, on va récompenser 101 projets montés par des Français de moins de 25 ans,
qui vont avoir un bon impact. Et c'était un ticket de 25 000 à 101 projets. Donc, nous, on y va, on pitch le truc, on était une asso, on était complètement hors les clous. Et je pense que c'est ça qui a plu. Boum, on se retrouve avec 25 000 euros. Et là, on se dit, ah ok, en fait, on peut peut-être faire quelque chose, donc testons. Donc, c'est à ce moment-là que moi, je monte à bord, où je deviens la première salariée de la structure, et du coup, de fait, la seule. Et en fait, là, je commence à développer l'outil à l'étranger. Ça a été vraiment le premier niveau de développement. Ça a été de trouver des élections, en fait, dans différents pays du monde, de trouver, notamment moi, grâce au réseau que j'avais internationaux à l'ONU, des groupes de bénévoles qui allaient développer l'outil, prendre en main et développer, faire des partenariats avec la presse locale pour le faire connaître. Et donc, petit à petit, voilà, c'est comme ça qu'on l'a développé. En 3 ans, on avait déjà couvert 35 élections dans une petite trentaine de pays, dont les US. On a couvert la primaire US en partenariat avec MSNBC, le Washington Post. Enfin, c'était un outil qui a été... un vrai succès quand même, d'utilisation, de reconnaissance de ce que... Et en fait, il répondait à un vrai besoin, quoi. Et puis, le côté un peu bottom-up qui permettait aux citoyens, en fait, de s'impliquer directement dans la création de l'outil et dans l'élection, en fait, de se dire, moi aussi, je peux contribuer à mon niveau à faire en sorte que les gens votent de manière éclairée. Tu vois, tu as quand même une satisfaction personnelle et un sens du public, quoi, qui est vachement puissant, quoi, quand tu participes à une initiative comme ça, quoi. Carrément. Et ça existe encore, cet outil ? L'outil, il existe encore. Le code est accessible pour tous ceux qui... Parce que je veux dire, ça a toujours du sens d'expliquer, de décrypter, de comparer les programmes. Carrément. Nous, on l'avait même utilisé, tu vois, on a tenté de l'utiliser sur des réunions internationales, genre la COP21, pour comparer les différentes propositions des pays dans les réunions internationales et tout. C'était plus un truc de geek de politique, tu vois, parce que ça allait un peu... Enfin, c'était un peu niche. Mais il y en a qui peuvent le faire carrément. Aujourd'hui, ça a moins de sens. Nous, ça a moins de sens de le maintenir parce que les médias le font eux-mêmes, en réalité. Et maintenant, il y a plein de médias qui ont développé des petits ultra poussés sur ces outils-là. C'était quand même bien de mutualiser un peu le décryptage et puis de rentrer. Ce qui est fastidieux, c'est de rentrer les programmes, j'imagine. Donc, ouais, alors après, nous, on avait monté un programme. En fait, la visibilité qu'on avait faisait qu'on pouvait demander aux candidats directement d'entrer les programmes. Ouais, ça, c'est malin. Si tu veux, ça nous permettait, de ne pas le faire nous-mêmes, et en plus, d'être sans les mains. Il n'y a aucune reformulation qui était faite par nous. S'il y avait une reformulation nécessaire, elle était faite par les équipes. Ouais, nous, notre seul rôle, notre seul rôle, c'était vraiment d'assurer la grille de comparaison. Parce qu'évidemment... c'est toujours ça la difficulté. On aurait pu... comparer ce qui est comparable. Exactement. Donc, tu vois, ça, c'était le gros du travail. Ouais, bien formuler les questions, les libeller des catégories pour être sûr qu'on parle bien de la même chose. Exactement. Ça doit pas être évident. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est pourquoi le pivot entre cette plateforme et ce média d'empowerment féminin aujourd'hui ? Ouais, c'est clair, comme ça tu paraît te loin. dis, ouais, je sais pas, ça avait l'air de bien marcher, tu racontes une belle histoire, puis en fait, c'est plus du tout ça aujourd'hui. Non, effectivement. En fait, petit à petit, on s'est rendu compte que le travailler sur les élections, c'est exactement ce que je te disais en préambule. Travailler sur les élections, c'est génial parce que tu as un pouvoir direct, c'est-à-dire m'informer me permet d'agir directement après en votant de telle façon ou en ne votant pas, etc. Mais le problème, c'est que justement, on s'arrêtait à un moment de la vie démocratique et de l'impact citoyen qui est super limité. Parce que, voter tous les 5 ans, on voit bien que ce modèle de participation politique, ça marche plus. Et que on veut plus, il y a plein d'autres formes d'engagement qui se développent. Et c'est un peu dommage de se limiter à ça, parce que c'est aussi une des causes du désenchantement démocratique. Donc, on a commencé à développer petit à petit, en fait, déjà à l'époque, c'était en 2015, une newsletter qui s'appelait la Note de Vox, tu vois, c'était vraiment dans le vent. Et en fait, petit à petit, on s'est rendu compte que, une fois par mois, on pouvait décrypter un sujet d'actualité. Donc, tu vois, par exemple, la première newsletter qu'on a créée, c'était comprendre le conflit Uber contre les taxis. Tu te souviens quand c'était un gros sujet. Et donc, nous, on avait fait les arguments pour Uber, les arguments contre. On t'expliquait le contexte de manière ultra claire, toujours. Donc, en prenant un peu ces codes de décryptage, de simplification pour pouvoir se faire une opinion. Exactement. Et en fait, tu vois, nous, on s'était dit, nous, notre rôle, c'est d'être un peu le catalyseur de l'information, c'est d'être un peu cette bonne pote un peu smart qui va avoir lu tous les médias, gauche, droite, centre, confondus, et qui te fait une restite neutre,
implacable, tu vois, un peu comme factuel, un peu comme ce qu'on apprend à faire, tu vois, quand on fait des sciences politiques, on bouffe de ça, c'est des notes de synthèse, c'est-à-dire voilà, où tu vas décrypter l'état de l'art d'un sujet de manière objective. Voilà. Et donc voilà, vous avez commencé à faire ça de manière régulière sur d'autres sujets, sortir un peu même du champ politique pur. Ouais, c'était l'actu, quoi. Et en fait, on s'est rendu compte que y avait plein de choses à développer là-dessus et qu'il y avait de la demande pour une actu traitée de manière déjà pas brûlante, de manière plus slow que nous abreuver d'informations en direct en permanence, du dramatisme, etc. Donc, on a commencé à développer ces contenus. Et puis, petit à petit, arrive 2017. On vient de remporter d'être lauréat d'un prix délivré par Google, qui s'appelait le Google Impact Challenge, qui a récompensé 10 associations. À ce moment-là, on était encore une asso, qui change le monde avec les nouvelles technos. Google nous permet d'avoir accès à 250 000 € d'un coup. Et là, on se dit, OK, les gars, on va aller plus loin que le comparateur de programme. On va aller faire de l'info. On va aller rendre l'information plus intéressante, plus attractive pour les jeunes. Et donc, ce qu'on avait testé avec la newsletter, on commence à le développer sous la forme d'un chatbot. C'était le début de cette techno chatbot. Et nous, comme on a toujours aimé un peu bootstrapper, tester des nouveaux trucs qui sortent, etc., on a créé un chatbot sur Facebook Messenger. Et en fait, toutes les semaines, il t'envoyait un récap de l'actu de manière toujours ultra impliquante pour la personne qui le lit, puisque c'était sous la forme d'une conversation. Donc, tiens, cette semaine, il s'est passé ça. Est-ce que tu penses que c'est plutôt ça ou ça ou ça ? De quoi je te parle ? Plutôt de la réforme de retraite, etc. Là, tu cliques. Ah oui, exactement, c'est ça. Machin. Et puis, t'es forcément, tu vois, dans la conversation, il y a toute une méthode de narration. Oui, t'es un peu impliqué, donc t'es attentif. T'es attentif, t'es acteur, quoi. Ouais. Et à chaque fois, on pensait vraiment nos modules pour que, en fait, à la sortie, tu puisses faire quelque chose. OK, ce sujet, toi, ça te rend dingue. Concrètes. Voilà ce que tu peux faire. Tu vois, et tu cliquais et t'allais sur le site pour agir, quoi. Si c'était signer une pétition, si c'était aller liker ou transférer un truc, enfin voilà. Donc, cet outil, on le monte et on l'utilise à fond pendant la campagne électorale de 2017. Et ça cartonne. Enfin, en une élection, on se retrouve à 100 000 abonnés sur Facebook Messenger. C'est des... Et là, les gens s'abonnaient puisque c'était un média, ça s'appelait Vox. Ça s'est toujours appelé Vox. C'est toujours appelé Vox. Hein. Ouais, on a toujours utilisé la même bannière. En fait, ça aurait pu être considéré comme une boîte différente parce que... Oui, ça n'avait plus rien à voir, mais... En fait, l'ADN reste le même, tu vois. L'ADN, c'est de construire une société éclairée. Donc, finalement, pour nous... C'est cohérent. Ouais. C'était assez logique de garder la même chose. Et puis, tu vois, il y a aussi ce côté avec Vox, tu vois, le côté de la voix qui est carrément pertinent. Et comme en plus, on était sur la conversation, tu vois, c'est la Vox. Ça collait bien. Ouais, ça collait bien. Et puis, en fait, on avait quand même construit une marque. On avait un actif qu'on voulait conserver. Donc, on se développe en tant que chatbot. On commence à utiliser cet outil-là, par exemple, pour que les gens posent des questions aux candidats à la présidentielle. Ouais. Donc, on récoltait des questions de citoyens, d'électeurs pour les candidats. Puis ensuite, nous, on allait voir Alain Juppé, Mélenchon. On leur posait les questions, on les filmait et on renvoyait les réponses. Donc, tu posais ta question à Mélenchon. De manière asynchrone, nous, on filmait Mélenchon et tu recevais une réponse. C'est cool, ça. C'était super cool. Donc là, on a refait des collabs à ce moment-là avec d'autres médias pour faire connaître l'outil. Et puis, en plus de ça, on avait conservé notre asso, parce qu'à ce moment-là, Vox était devenue une entreprise, et à côté, avait conservé une asso pour avoir des actions à but non lucratif. Donc, par exemple, on a organisé un Tour de France où on a mis 30 jeunes dans un van. Ils ont fait le Tour de France et ils sont allés récolter les propositions des jeunes pour le prochain quinquennat. Ouais. Tu vois, donc... Et là, ensuite, on les a présentés à l'Élysée, on les a fait voter pour dire, OK, les 10 propositions de la jeunesse, tac. Ça, c'est cool, mais très lié donc aux élections. On reste lié aux élections, mais on a commencé à ce moment-là à vraiment créer un média. Oui. Parce que, tu vois, le chatbot, il envoyait toutes les semaines l'actu de la semaine. Ouais. Et donc, après, tout l'enjeu, ça a été de transformer ça, post-élection, en média qui perdure. Qui dure. Donc, tu vois, on est passé... t'as quand même eu un drop super important, tu vois. On est passé de 100 000 abonnés à ce moment-là à 60 000.
Donc, c'est un drop de 40 000 personnes, mais 60 000, ça reste déjà énorme, en fait, comme communauté. Comme communauté, ouais. Comme communauté à laquelle tu as un accès direct. On ne parle pas juste de quelqu'un qui va voir ton post en scrollant sur Instagram. Non. Tu lui parles. Tu lui parles et il l'ouvre, parce qu'en fait, c'est tellement intrusif, entre guillemets, tu vois, qu'on t'écrive dans ton Messenger. Que en fait tu l'ouvres. Ouais. Et donc voilà, on se développe là-dessus, on développe un modèle économique qui va avec, où en fait on commence à travailler avec des organisations publiques. Donc ça peut être la mairie de Paris, la région Occitanie, le ministère de la Santé qui vient nous voir en disant ok, on a besoin d'aller faire une récolte d'avis sur ce sujet. Par exemple, où ça va être la mairie de Paris qui nous dit bon ben voilà, nous on a ce budget participatif. T'es peut-être au courant, la mairie de Paris fait voter les Parisiens chaque année sur comment est-ce qu'elle devrait dépenser une partie de son budget, ce qui est une méthode de participation citoyenne qui est super intéressante. La difficulté, c'est que il faut que les gens aillent voter. Oui. Et aussi que les gens proposent des projets. Et donc nous, tu vois, on travaille avec eux pour en fait motiver des jeunes à proposer des projets. Donc en fait, on faisait par exemple via le chatbot, via la conversation. Ok, t'as une idée dans quel secteur? Voilà où est-ce que tu pourrais aller près de chez toi pour aller développer cette idée. Et ensuite, pour développer ton dossier, tiens, on te rappellera la date si tu veux. Enfin, tu vois, on faisait vraiment de manière participative. Et puis après, on faisait des dossiers d'actu où on en ciblait que les Parisiens parmi notre audience en leur disant, tiens, va voter ce week-end. Ouais. Avec un reminder, tu dois prendre ça et ça et ça pour aller voter. Ouais, le côté cool de la segmentation que tu pouvais faire sur Facebook, tu peux faire des choses assez puissantes. Fast forward dans le temps, donc là, vous devenez média, il y a cette communauté. Ouais. Comment tu passes au Et là, on est d'aujourd'hui? fin 2019. Ce truc marche pas mal. Mais il y a un peu une espèce de... en fait, il y a une prise de conscience de notre côté de se dire, bon, on est dépendant à 100% d'un canal dont on n'est pas propriétaire. Avec enfin voilà, sans les un truc, accès ils à peuvent ces changer gens-là. du jour au lendemain, ils peuvent arrêter en disant ça nous intéresse plus et c'est Voilà. pas à voir, quoi. On était à ce moment-là incubé par Facebook. On comprend que, en fait, notre envoi de messages allait peut-être être payant, ce qui foutait en l'air tout notre modèle économique. Et en fait, on se dit, c'est pas scalable notre affaire. C'est sympa, c'est marrant, mais c'est pas scalable. C'est Et puis, ultra en plus, dépendant de Facebook, d'une techno et puis d'une techno, du bon vouloir de Mark Zuckerberg. Donc là, on se dit, ok, il y a peut-être autre chose à faire. On avait quelques mois de cash devant nous et là, on va voir les investisseurs. On leur dit, écoutez, on a une intuition, c'est que on vient d'appliquer pour la première fois un critère genré sur notre audience pour voir si c'était des hommes ou des femmes qui étaient les plus engagés. Et truc bluffant, 70% des gens les plus engagés sur ce média à ce moment-là sont en fait des jeunes femmes. Et pour nous, c'est un truc de dingue parce que à tous les événements qu'on faisait, il y avait que des mecs, alors que dans l'équipe, on était plutôt des meufs. En fait, dès qu'on avait des interactions avec l'audience, c'était surtout des gars. Et donc, nous, on était persuadés qu'on avait une audience plutôt masculine. Et d'ailleurs, en fait, quand on regarde, tu vois, si on prend un peu le cliché de qui est intéressé par la politique ou par l'actu, c'est souvent des gars. On revient, un peu au départ. Effectivement, voilà. C'est plus un truc de mec. Et d'ailleurs, quand on regarde qui est abonné payant à de la presse nationale, c'est plus des hommes. Donc, on se dit, tiens, c'est quand même étonnant que nous, alors qu'on parle d'actu généraliste et plutôt politique, on touche particulièrement la jeune femme. Et en fait, on se dit, mais c'est ouf parce qu'il n'y a pas aujourd'hui de médias, d'actu généralistes qui visent la femme. Alors, là, tu me diras, oui, mais il n'y a pas de médias d'actu généralistes qui visent l'homme. En fait, non, pas déclaré comme tel, sauf que la réalité aujourd'hui, c'est que les femmes ont moins de prise de parole dans les médias, il y a moins de femmes au poste de direction dans les médias français. Tu vois, si on devait faire un peu un cliché, et ça, c'est pareil, t'as des études qui ont été faites par le BCG, par McKinsey, pour montrer la puissance, en fait, de l'impact du fait que les médias soient dirigés par des hommes et écrits par des hommes. Ça s'adresse plus à des hommes. Et c'est plus conçu. Ouais, en fait, le lecteur neutre, c'est un homme. En fait, quand on pense au lecteur, en fait, on pense à un mec de 35, 50 ans, enfin, dépendant du média. Et donc, il y a quand même un enjeu de réussir à faire de l'actu qui va aller viser, penser à la lectrice sans forcément se dire « Ah bah tiens, il faut lui donner des conseils beauté, des conseils minceur, des conseils cul ». En fait, juste se dire « Ok, on fait un média intelligent
qui vise la jeune femme active parce qu'aujourd'hui, elle ne trouve pas son compte. C'est et donc quelque part presque sans trop changer votre ligne édito. Après, plus vous assumez quelque part que c'est plus pour les femmes, mais tout votre ADN reste. En fait, notre ADN reste exactement le même parce qu'on avait déjà le résultat qu'on cherchait. Ouais. Enfin, qu'on cherchait même pas, mais en fait, mais on avait déjà ce 70% déjà. Exactement. Et donc, en fait, ce qu'on a fait, et je pense que c'est un peu une best practice qu'on a fait pour créer le produit suivant, et donc le produit actuel, c'est qu'on a pris ces 70% de super actives, on leur a dit, écoutez, voilà, on a envie de créer autre chose qui soit fait pour vous. Et si vous êtes d'accord, on embarque ensemble pendant 8 semaines dans une aventure de co-création. On leur a envoyé par newsletter des questionnaires ultra poussés avec, tu vois, une semaine, un thème, ton rapport à l'argent, ton rapport au travail, ton rapport à l'info, ton rapport à la politique. Où est-ce que tu te sens démuni? Où est-ce que tu te sens pas aujourd'hui? Où est-ce que tu trouves pas ton compte aujourd'hui? Voilà. Où est-ce que tu te sens pas éclairé par les médias existants? De quoi est-ce que tu as envie? Et donc, c'est comme ça que petit à petit, en bossant avec plus de 800 personnes pendant 8 semaines, en fait, on s'est dit, OK, il faut créer une newsletter qui arrive le matin dans la boîte mail, notamment la boîte mail pro, parce que c'est le premier truc qu'elles ouvrent, qui soit lisible en 5 minutes et plus si j'ai envie, qui soit pas anxiogène et qui décrypte dans le tone of voice, enfin dans le ton de la bonne copine dont je te parlais tout à l'heure. Ouais. Et entre l'info, le coaching, dès le départ, cette envie un peu d'être... Ouais, en fait, nous, ça nous paraissait évident qu'il fallait aller au-delà de simplement l'info. Parce que, tu vois, c'est ce que je disais, l'info, ça sert à quoi, en fait? L'info, ça sert à prendre des meilleures décisions. Donc, il faut toujours relier avec le « OK, et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour moi ?» Tu vois, si on dit « OK, il y a de l'inflation », bon, bah, t'as 2 solutions. Soit tu couvres le truc en disant l'inflation monte, c'est chaud, vous allez, d'ici la fin de l'année, ça va coûter 25% de plus de faire vos courses au supermarché. Donc, tu peux faire ça. Et tu peux dire, OK, on sait qu'il y a ça. À côté, toi, ce que tu peux faire déjà, c'est investir, c'est protéger ton argent de l'inflation, c'est savoir que le livret A, si tu le laisses sur le livret A, bah, en fait, tu perds par rapport à l'inflation. Voilà. Négocier ton salaire. Exactement. Exactement. Et je reviens, donc vous faites ce truc de co-création, ça c'est assez cool, et donc vous vous adressez qu'à ces 70% des plus actifs, les autres, à un moment donné, vous leur annoncez salut, au revoir? Ouais, en fait, on a dit à tout le monde, voilà notre nouveau projet. Les gars, on vous adore, et en fait, bien sûr, vous serez toujours les bienvenus pour lire, etc. Vous pouvez répondre à ces questionnaires aussi. Et en fait, on demandait à quel genre ils s'identifiaient dès la première question. Et si on avait besoin, on pouvait les isoler dans nos analyses. Aujourd'hui, on est quand même à un lectorat qui est à 92% de femmes, de jeunes actives, donc des femmes qui ont entre 25 et 42 à peu près. Tu vois, c'est les millennials. Et donc, il y a quand même 8% de mecs. Et en fait, on est ravis de les avoir aussi, évidemment. Mais nous, on s'est vraiment dit, en fait, si on veut faire un truc qui soit pertinent, qui rende vraiment service aux gens, il faut avoir notre persona en tête et penser à elle toute la journée. Ouais, et donc elle est quand même très, pas niche, mais très précise quand même, tu l'as dit, c'est jeune active, 25... c'est, tu vois, nous on l'appelle Chloé. Chloé, elle a 32 ans aujourd'hui, elle vit à Nantes, elle vient de la banlieue à côté de Nantes. Elle a grandi là-bas, puis ensuite elle a bossé pendant quelques années à Paris. Aujourd'hui, elle est passée un peu par des boîtes un peu nouvelle génération, tu vois, quand elle était à Paris. À Nantes, elle bosse pour un organisme semi-public. Elle n'a pas encore d'enfants, mais elle y pense. Elle est maquée. Enfin, tu vois, on va jusque-là, quoi. Ouais, mais c'est important. Au moins, tu sais qui tu t'adresses et vous avez cet avantage d'en avoir qu'une. Qu'un persona cible. Ouais. C'est pas mal. Généralement, on commence par la carte d'identité, mais là, on n'a pas du tout fait. Il y a combien de personnes? Alors, donc, mais quelque part, c'était intéressant parce que cette histoire, c'est pas une création from scratch de cette newsletter, c'est l'aboutissement de plus de 11 ans. Ouais. Puisqu'on parlait de 2012. Donc, cette newsletter aujourd'hui est une quotidienne. Envoyée, tu l'as dit, tous les matins, 6h30. À quasiment 50 000 personnes. 50 000 personnes. Sur quel modèle économique?
Modèle économique super simple. On a développé dès le 2e mois de cette quotidienne, qui était quand même du coup développée On a commencé en février 2020, donc en plein Covid. Dès le 2e mois, on s'est dit, OK, nous, faut qu'on monétise. On veut pas que l'info soit payante, pour toutes les raisons que je t'ai données tout à l'heure. C'est-à-dire, voilà, les femmes s'informent moins, donc on va pas rajouter cette barrière à l'entrée. Ouais. Donc, on s'est dit, on veut créer un écosystème vertueux, donc on va aller chercher des boîtes montées par des femmes ou pas, mais en fait, un peu nouvelle génération, qui ont besoin d'aller toucher cette jeune active, qui sont, selon nous, des bons plans, des trucs qu'on est ravis de connaître et de recommander à nos potes. Donc, en fait, on est allé chercher des boîtes qu'on kiffait et on leur a dit, salut, tu veux annoncer chez nous. En fait, on est parti au début... En mode sponsoring, t'as un produit vraiment pub, cool. Oui, en mode pub. Ouais. En mode pub, mais sélectionné. Ouais. On pourra y revenir tout à l'heure. Tout est sélectionné. De toute façon, c'est un des secrets, mais ça, on y reviendra. Vous êtes combien chez Vox aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on est, tu vois, il y a une quinzaine de personnes qui sont impliquées sur le développement de Vox. Et tu vois, si je devais te dire, c'est toujours difficile pour moi de répondre parce qu'on a à peu près 5 personnes, tu vois, dans les bureaux physiquement tous les jours. Ouais. Donc, ils sont à plein temps. Et après ça, tu as des devs, tu vois, qui sont free, qui sont à Marseille. On a, en plus de ça, des tas de pigistes maintenant. Ouais, j'imagine. Tu vois, parce qu'on va vraiment chercher des gens qui sont pertinents sur leur secteur. Et on a, pour la quotidienne en elle-même, chaque jour, tu vois, environ 4 personnes qui interviennent sur la rédaction, l'intégration, la relecture, l'envoi. Vous êtes rentable ? On a été rentable pendant en fait, à partir de la fin de notre première année. On a été rentable grâce à la pub et à un deuxième modèle qu'on a développé fin 2020. Qui est la formation. Qui est la formation. Et la première chose qu'on a développée, c'est notre club. C'est une sorte d'abonnement un peu premium. On va y revenir, mais donc... on a été... en fait, là, maintenant, on a fait une levée de fonds en fin d'année dernière. Donc, on est sur une phase d'investissement, là. On a plutôt d'investissement. Donc, le but, ça va être de retrouver la rentabilité. Mais là, pour l'instant, on est plutôt sur de l'investissement. Sur de l'investissement. Très clair. Ouais, donc, vous dispensez des formations. Et donc, il y a le club. Et ça représente quoi comme part du chiffre d'affaires ? Aujourd'hui, c'est à peu près 35%. Ouais. Donc, notre partie B2C. Ouais. Le but, en fait, et pour nous, c'est ultra important, c'est d'arriver quasiment à 50-50 entre la pub et le B2C. Ouais, ce qui serait plutôt sain. Ce qui serait super sain. Et tu vois, on l'a vu pendant le Covid, tu vois, tous les médias qui dépendaient beaucoup de la presse, ils ont pris très, très cher. Ceux qui dépendent de la pub. Pardon, de la pub, oui, c'est ça que je voulais dire. Oui, ils ont pris le marché de la pub est vraiment c'est cassé la gueule, quoi. Donc après c'est quand même différent, pardon. Vous n'êtes pas sur de la programmatique, vous n'êtes pas sur du display, de la bannière ou quoi que ce soit. Donc vous êtes dans une relation, on dit gré à gré, très premium, sur une cible ultra qualifiée. Donc oui, les marques investissent un peu moins, mais vous êtes quand même un peu protégé. C'est des gens qui sont sensibles à ton profil, à votre projet, etc. J'imagine que c'est pas si compliqué de les convaincre. Alors tu vas me dire, attends, si je galère comme ça, j'imagine, il faut se battre, mais il y a une belle histoire à raconter. Ouais, ça c'est clair. Après, non, ce que je veux dire, c'est plutôt sur côté de l'approche. En fait, pour moi, le modèle économique du média full pub, ça n'a plus aucun sens. Tu vois, c'est plutôt ça de se dire, en fait, on peut pas dépendre uniquement d'un modèle, quoi. Enfin, et d'ailleurs, on le voit, tous les médias qui réussissent etc., aujourd'hui. En fait, il y a 2 possibilités. Soit tu fais full du B2C, donc tu vas, comme fait Benel, etc., où tu fais full B2C et les abonnements se payent et tu sais pourquoi. Tu sers qu'un type de public. Mais donc là, du coup, tu sais que tu perds tous ceux qui ne paieraient pas pour de l'info. Ou alors, tu diversifies et tu fais de l'événementiel. Enfin, voilà, tu diversifies tes revenus, quoi. Ce que vous faites plutôt, et donc avec objectif d'être à 50-50. Ouais. Tu peux en parler un peu de ce club ? C'est un peu pour les super utilisateurs, les super users. C'est quoi ? Ouais, en fait, c'est un truc qui a été créé vraiment sur la demande de notre audience. Parce que ça, c'est un des trucs qui est fascinant avec les newsletters, et moi, vraiment, qui chaque jour m'impressionne, c'est que, en fait, quand tu écris une newsletter, tu as des gens qui te répondent. C'est hit reply. Ouais, bonjour, j'ai lu ceci et j'ai envie de vous dire, moi, je suis toute seule chez moi, c'est le Covid, c'est l'enfer. Vous me donnez la patate tous les matins quand je vous lis. Je me dis que ça doit être le cas de plein d'autres personnes. J'aimerais bien les rencontrer, j'aimerais bien qu'on se parle, j'aimerais bien avoir des échanges avec des gens. Ouais, c'est fou. Faites quelque chose. Du coup, on se dit, ah tiens, signal faible. 2 jours après, on demande dans la quotidienne, tiens, on nous a dit ça. Est-ce que toi, ça t'intéresserait ? Vote. Ouais, 99% de gens nous disent
Moi, je serais trop chaud. Bah, très bien, on va tester. On lance une première offre. Est-ce que ça vous intéresse de faire partie d'un club? Dans le club, il y a de l'offre premium, donc c'est-à-dire du contenu en plus. Tu reçois un dossier tous les week-ends. Donc, nous, on appelle ça le dossier pour répondre à Tonton Grande Gueule. C'est la Frites Letter. C'est le dossier poussé sur un thème d'actualité ou que tu as un peu dans l'air du temps, sur lequel tu n'as jamais vraiment tout très bien compris. Ouais, et tu vas en parler au week-end, au repas de famille, etc. Voilà. Et tu vas te faire rabattre le caquet toujours par le même tonton Grande Gueule. Qui a un peu picolé. Et qui te dit que décidément, tu n'as vraiment rien compris sur l'investissement financier. Et donc voilà. Et en plus de ça, on avait créé des rencontres. Donc c'était en physio, tous les mois, avec une meuf qui a un parcours de ouf. Et donc ça a été les débuts du club. Et petit à petit, en fait, on s'est rendu compte que ce qui intéressait les gens, c'était d'avoir une meuf qui a un parcours de ouf, mais qui m'apprend des trucs. Donc, par exemple, tu vois, on a fait intervenir Saskia, que tu as peut-être reçu, Saskia Fizel de la newsletter Spoon, Virgile, qui a une newsletter qui s'appelle Spoon. Non, je ne l'ai pas reçu sur Mediarama. Je la connais. C'est une recommandation que tu fais. Et tu vois, par exemple, donc Saskia, elle raconte un peu sa life, et puis après, elle raconte pourquoi est-ce que eux, ils aident avec Virgile à acheter le premier appartement. Et en fait, les meufs qui regardaient, elles étaient là, mais moi, je veux savoir comment on fait. Comment je fais maintenant? Et donc, c'est comme ça qu'on s'est dit, OK, en fait, le club, c'est du contenu premium, mais c'est aussi une formation par mois pour toute l'année devenir une meuf qui est plus puissante au quotidien. Je sais acheter mon appart, je sais investir mon argent, je sais négocier mon salaire. Voilà. Sous quelle forme? Masterclass Ouais, c'est des masterclass. En fait, c'est toujours pareil. On garde sur ce concept de la conversation, tu vois, Vox, la voix. On fait 11 films avec une intervenante qui est experte sur son sujet, qu'on va chercher parce qu'elle est experte, parce qu'elle correspond à notre ton, elle correspond à notre univers, etc. On bosse ensemble. Aujourd'hui, c'est avec moi. Demain, ce sera d'autres personnes qui s'occuperont de l'académie. Mais du coup, on coécrit en fait la formation. Et ensuite, on l'a fait toutes les deux en se filmant. Et on rediffuse cette vidéo qui est, en fait, c'est 3 vidéos de 20 minutes. Donc, comme ça, je peux les regarder, tu vois, en faisant la queue chez le médecin, dans mon trajet du matin. Parce que je suis vraiment à fond. Ou binger parce que je suis à fond. Je peux télécharger les 3-4 outils un peu bien faits pour calculer mon budget, pour avoir ma checklist avant d'acheter un appart, les 4 questions à poser à mon banquier, enfin, tu vois. Ouais. On le pense un peu à la fois posture, ouvre-toi les écoutilles, ose, c'est possible. Et très concret, OK, des outils qui m'aident au quotidien. Quel to-do tu dois mettre en place, etc. Et sur des thématiques, donc là, tu en as cité quelques-unes qui sont spontanément, l'argent acheté, etc. Après, vous en avez combien de masterclass aujourd'hui? Bonne question, je pourrais pas te répondre. Je pense qu'on en a... À peu près une fourchette. Ouais, une grosse vingtaine. Une grosse vingtaine? Une petite vingtaine. Et c'est des contenus qui sont, comme on dit... Evergreen, tu vois, donc ça, toujours vert. Toujours vert. Ça marche pas bien en français. Ça veut dire qu'ils sont toujours frais. Ouais, c'est ça. Ça marche toujours. Peut-être des petites mises à jour de temps en temps, mais. Ouais, en fait, nous faire une mise à jour, ça veut dire le recréer, quoi. Oui, parce que c'est une vidéo. Ouais. Donc ouais, on en a une vingtaine, et dans les thématiques, en fait, on fait vraiment à la demande de l'audience. Donc tu vois, si on voit que, tu vois là, par exemple, si tu sens des signaux faibles, etc. Là, tu sens qu'il faut y aller. Là, l'audience, elle nous demande beaucoup de choses sur l'investissement, sur la bourse, sur préparer ta retraite. Enfin, tu vois, c'est un impact direct de l'actualité. Ouais. Hein. Les meufs ont compris que, les femmes ont compris que cette réforme, elle n'allait pas leur être favorable, et elles veulent s'organiser. Donc, tu as ça, mais tu vois, donc là, moi, je suis en train de préparer la prochaine qui va être sur la bourse. Et celle qu'on vient de sortir, c'est sur le recrutement. Ouais, c'est intéressant aussi. Mais on a aussi fait une crousticlage sur la communication non violente, sur la prise de parole. On a aussi fait des formations à l'écriture. On a aussi fait une crousticlage sur le sommeil. On en a fait aussi... Alors, j'appelle ça une crousticlage, c'est parce que c'est des masterclass à grignoter. Tu vois, 3 fois 20 minutes, tu la grignotes par-ci par-là. Ça fait très Burger Quiz, un peu, tu sais, dans l'ambiance, un peu le ton. Et je reviens alors sur le modèle économique. Tout ça, c'est disponible pour celles qui sont abonnées au club. Mais si je ne suis pas abonné au club, je peux aussi les acheter à l'acte, en one-shot. Et vous avez une plateforme dédiée, technique, où c'est un peu... je t'envoie des liens vers les vidéos, etc. Non, là, on a fait ça pour tester les premières formations. Franchement, c'était artisanal.
Mais bon, ça nous a permis de tester l'offre. Ouais, bien sûr, la pétence, l'offre, etc. Donc, on a envoyé le mail, tu sais, avec les 3 liens sur le Drive pour regarder ta vidéo. Enfin, c'était assez marrant. Et tu vois, je suis hyper reconnaissante de notre audience qui a acheté ça et qui nous a pas dit, mais c'est inadmissible, vous foutez vraiment. Ouais. En fait, comme on a toujours été ultra transparente en disant, écoutez, on teste, on essaye. Dites-nous, et puis si on améliorera. Racontez-nous ce que vous en pensez. Et tu vois, donc petit à petit, on a développé. Aujourd'hui, on travaille avec Podia, qui est un LMS, un Learning Management System, qui permet simplement de créer et de vendre des formations en ligne. D'accord. Et ça marche bien. T'es contente. En termes de diversification, tu sens que ça pourrait devenir presque un business en soi, aller chercher. Ah, sur le modèle, ouais. Je pensais que tu me demandais sur la plateforme. Non. La plateforme, c'est presque une commodité maintenant, c'est LMS. Écoute, nous, on a vraiment envie de se développer là-dessus. Tu vois, il y a un enjeu d'être capable de produire beaucoup. Oui. Tu vois, parce qu'on est sur un modèle de snacking. Nous, notre idée, c'est de faire des formations sur étagère, en fait, un peu comme une espèce de grande librairie dans laquelle tu as tous ces bouquins qui vont te permettre de résoudre un problème à un instant T. Je veux m'acheter un appart, je vais m'acheter le bouquin, s'acheter un appart pour les nuls. En vrai, tu fais pas ça. Mais dans l'idée, tu vois, on se dirait, OK, je veux m'acheter un appart, je vais aller voir si Vox a quelque chose dessus, je tape appart, et là, j'ai la formation à prendre. Je sais qu'en regardant 1h30 de formation, j'aurai toute la base les grands concepts pour me lancer. Et après, je peux creuser, il y a d'autres choses, et je peux aller acheter un livre ou... Ouais, ou après, je peux, tu vois, avoir la V2 OK, acheter un appart pour du locatif sur Vox. Ouais, idée comme ça, vous y avez dû réfléchir, mais pour aller plus loin, et je sais qu'il y a pas mal de médias qui se posaient la question de faire une espèce de Doctolib ou un coaching avec ces super mentors que vous avez. Est-ce qu'il pourrait y avoir de la demande pour ça? Tu vois, je paye et je peux faire un call, un vidéo call, une demi-heure, 1 heure, et être suivi un peu, un truc vraiment très one-to-one. En fait, aujourd'hui, on est en train de mener une énorme user research sur la partie formation, la partie club. Parce que tu vois, on a testé plein de thématiques, on a testé plein de formats, on a testé plein de longueurs, on a testé différentes approches. Maintenant, du coup, avec cette petite vingtaine de formations qui sont sorties, on a plus de 1000 personnes qui ont été formées. Donc, on commence à avoir un peu de data à exploiter et de personnes à interviewer. Donc, maintenant, on se dit, OK, comment est-ce que on va au niveau suivant et comment est-ce que l'abonnement annuel, c'est plus que recevoir un truc uniquement dans ma boîte mail tous les mois? Comment est-ce que, en fait, on construit une vraie communauté de gens qui s'entraident, de gens qui interagissent effectivement avec les intervenants et du coup, qui vont pouvoir avoir un impact ultra concret. C'est pas juste j'ai bingé mon petit truc et ça va me permettre... plus premium. Voilà. C'est pas vraiment un club, quoi. C'est plus effectivement un abonnement premium, on dirait. Et justement là-dessus, vous avez un Slack, un Discord, ou alors c'est peut-être un peu geek, mais non, est-ce que les membres peuvent se parler, se voir en direct sans vous demander l'autorisation? Alors non, ça passe forcément par nous. Aujourd'hui, ça passe par nous. Après, on rediffuse tout. Enfin, nous, on fait vraiment effet miroir, quoi. C'est-à-dire qu'on a une section petites annonces, par exemple. Tu déposes ta petite annonce dans le mois et nous, on la fait sortir à l'ensemble des membres du club une fois par mois. Et c'est quoi comme petites annonces, pardon, curiosité? Ça va être, je viens de déménager à Montréal. Je connais personne. Je travaille dans le secteur de la tech. Je cherche quelqu'un pour m'aider à comprendre la ville. Ok. Et donc ça, c'est 2 meufs qui se rencontrent, qui nous envoient une photo, qui nous disent voilà. Tu vas me prendre un café, et puis qui vont bosser ensemble ou pas, etc. Voilà. Tiens, je viens de lancer ma boîte, j'ai besoin de bêta-testeuse parce que c'est un truc dans la femtech. Voilà. Ça peut être tiens, j'ai écrit un bouquin, je cherche une éditrice. Ou un éditeur, évidemment. D'accord. Ça reste quand même assez haut level, en tout cas, par rapport à vos thématiques, etc. Encore une fois, sur... Ouais, c'est pas Wanted bon plan. C'est pas salut, ouais, non. Non, et d'ailleurs, on fait exprès de dire si c'est pour donner un chat ou t'acheter un appart, t'as le bon. T'as Wanted bon plan sur Facebook. Ouais, voilà, c'est ça. Très clair. Mais donc, oui, non, pas de Slack. Tu vois, j'avais eu Arthur de Villemandy de la newsletter Magma, lui qui a aussi bien développé cette notion de club. Et il y a un Slack sur lequel
je suis notamment, alors petit disclaimer, on a racheté Magma via Orso, donc ça fait partie un peu maintenant de notre écosystème, mais et je vois les gens se parlent beaucoup, je cherche des associés, etc. Un peu le même genre de thématique que tu disais, mais avec cette liberté de le faire un peu comme ils veulent. Un peu comme ils veulent, voilà. Et Slack est assez cool. Donc là, tu as vraiment l'impression d'avoir peut-être pas un club, mais en tout cas une communauté. Ouais. C'est pas là que vous voulez aller forcément. Alors si, sans doute dans cette nouvelle version du club. Probablement pas sur un outil tel que Slack, parce que Slack, c'est quand même assez Startup Nation. Oui. Et nous, tu vois, notre audience... Elle est un peu Startup Nation quand même, ton audience. Pas que. Pas que. Tu vois, pas que. Nous, on a une meuf, tu vois, qui nous écrit assez régulièrement, qui est caissière à Clermont-Ferrand. Tu vois, donc tu peux avoir... et elle, quand on fait du franglais, ça la fait marrer. Mais il y a des trucs où on est obligé de l'expliquer, parce que c'est pas... Voilà, donc tu peux avoir ça, tu peux avoir... Tu vois, nous, on a à peu près 10% de notre audience qui a moins que le bac plus 3. Donc, c'est pas de la CSP++ forcément. Ok. Donc, tu vois, ça fait... oui, donc ça leur parle pas, et encore moins Discord, et ça servirait à rien. En tout cas, c'est pas... C'est pas forcément leur monde, quoi. Donc, il faut trouver un outil, parce que tu vois, la communauté qui te demande de télécharger un outil que tu n'utilises jamais, par ailleurs, c'est relou. Oui. Donc, il faut réfléchir à quelque chose qui fonctionne. D'accord. Mais on est sur ces réflexions. Sur ces réflexions-là. D'ailleurs, alors je ne sais pas si c'est là-dessus, mais tu vas nous le dire. Vous avez gagné l'année dernière une subvention du fonds Google, le GNI, Google News Initiative. C'était quoi le projet ? C'était, c'est toujours, hein, parce qu'on est en plein développement. Ouais, c'est un projet qu'on a appelé Vox Pulse, donc le pouls de Vox. En fait, nous, il y a un truc dont on s'est rendu compte en développant notre propre régie publicitaire. Le développement, on l'a fait, je te le racontais, de manière un peu artisanale, tu vois, puisqu'on allait chercher les boîtes qui nous intéressaient. Et puis, très vite, comme c'était des boîtes qui étaient assez petites, assez peu matures sur leur marketing, tu vois, on s'est très vite rendu compte qu'on avait besoin de les éduquer un peu. Qu'est-ce que vous allez chercher quand vous faites un partenariat avec une newsletter ? Est-ce que vous allez chercher de l'impression ? Est-ce que vous allez chercher... Ils ne savent pas forcément y répondre. Pas forcément y répondre. Et puis, du coup, en fait, quand tu sais pas ce que tu cherches, tu sais pas comment mesurer si tu es content ou pas content d'une collab, tu vois. Donc, ce qui est pas bon pour ton business, toi. Ce qui est mauvais pour mon business. Forcément, plus tu me le mesurer, mettre des KPI. En fait, moi, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que cherche mon client et comment est-ce que je peux le satisfaire. Et je pense que... il faut pas se cacher derrière son petit doigt. Quand on fait de la pub avec des boîtes qui sont des petites boîtes, elles ont besoin d'avoir des KPIs, une mesure d'impact qui soit claire. On n'est pas sur de la noto. On n'est pas sur la notoriété. En fait, ça peut être de la notoriété, mais il faut que ce soit clair. Il faut que ce soit assumé comme tel. Et donc, nous, en fait, très vite, on s'est rendu compte que, on avait un travail d'éducation à faire auprès des marques. On leur demandait, OK, qu'est-ce que tu cherches ? Tu cherches de la conversion ? Chez nous, tu seras content quand tu auras combien de conversions ? Tu penses que tu vas avoir 1000 conversions alors que notre audience est de 8000 ? C'est mort. Un objectif raisonnable serait plutôt d'aller chercher ça ou ça. Tu vois ? Donc, il y a cette éducation-là. Et puis aussi, en fait, il y a une transparence nécessaire. Parce que aujourd'hui, quand tu as des boîtes qui font de la pub avec de la presse, elles se disent, franchement, c'est quoi, je fais ça pour la beauté de l'art. Je parlais avec des éditeurs de livres là, plutôt dans la semaine qui disaient, nous, on le fait parce qu'on pense qu'il faut soutenir la presse. Mais il n'y a aucun ROI, je parle de la presse écrite là, aucun moyen de mesurer. Et oui, presse écrite papier. Papier, ouais. Je suis contente de voir qu'il y a mon produit dans le L, mais en fait, je ne sais pas si ça va m'apporter du business in fine. Et en fait, je pense peut-être qu'il n'y en a pas. Tu vois, elle nous l'a dit de manière ultra transparente. Et donc, nous, on doit se battre contre cette mauvaise image qu'a la pub dans la presse. Et en fait, les meilleures armes qu'on pouvait utiliser, c'était la transparence. Nous, on dit, OK, t'es paru dans telle newsletter, tac, tac, tac. Le taux d'ouverture, ce jour-là, il a été de tant. Donc, tu as eu tant d'impressions. Et nous, on facture à l'impression. On facture pas au nombre d'abonnés. Le taux de clic global dans la newsletter, il a été de tant. Le taux de clic... Vas-y, pardon. Donc, taux de clics, donc c'est le nombre d'abonnés qui ont ouvert et cliqué sur un des liens, n'importe lesquels. Parmi les liens qui ont été cliqués, X% ont été sur de la pub. Tu vois, nous, aujourd'hui, donc notre taux de clic, c'est à peu près 12% des lecteurs chaque jour cliquent sur un lien. Parmi ceux-là, 1 fois sur 3, à peu près, ils cliquent sur de la pub. 4% grosso modo de taux de clic sur une pub dans vos newsletters.
En global, ouais. En global. Si tu prends sur le nombre d'abonnés. Mais si tu prends sur le nombre de lecteurs, en fait, tu as 30% des lecteurs qui cliquent, ça va être sur une pub. Donc, ce qui est super élevé par rapport aux standards du marché. Donc, en fait, nous, on leur communique à chaque fois ces infos-là. Ça permet d'avoir une relation d'adulte avec tes annonceurs. Et en fait, du coup, on s'est rendu compte, ça, nous, on le fait de manière artisanale, ça nous prend un temps de malade. Et on peut standardiser tout ça, on peut éduquer massivement toutes ces petites boîtes et aussi, du coup, nous permettre d'en faire rentrer plus dans notre pipe et d'avoir en permanence des petites boîtes à faire sortir dans notre section qui s'appelle la section I Like It, où tu as la pub. Et donc, c'est ça qu'on fait financer par Google. D'accord. Et vous en êtes où alors là du développement? C'est quelque chose qui va... On lance le dev là. D'accord. Là, on a fait notre étude, notre discovery auprès de l'audience et des clients. On a construit nos maquettes et là, ça y est, on lance le dev qui devrait prendre 1 mois et demi. Donc sortir avant l'été. Ouais. Et comment réagit l'audience par rapport à ce modèle de sponsoring? Toujours à l'aise? Tu dis que les taux de clics sont bons, il n'y a pas de lassitude, de fatigue, de voir un enthousiasme à chaque fois pour une marque, etc. Vous arrivez à renouveler suffisamment pour... Écoute, nous... C'est toute la question du sponsoring, tu es un peu assumé en mode recommandation. Hein. C'est un peu ce que nous, on fait sur les podcasts en host read. Quand tu dis, voilà, ce podcast vous est présenté par tel truc, parce que c'est vraiment cool, on aime bien, etc. Ouais. On distingue deux types de collabs nous, sur la régie. Et d'ailleurs, en fait, même dans notre régie, on fait de la diversification. C'est-à-dire que tu vas avoir vraiment la collab où c'est de la pub assumée comme telle. Donc oui, tu as du brand content parce que c'est de la pub rédigée dans nos mots, etc. Mais on la distingue du sponsoring où tu vas vraiment faire de l'association de marques. Donc c'est par exemple, tu vois, en ce moment, on travaille avec Shine et tu as cette newsletter. Shine fait briller ta newsletter d'aujourd'hui. Tu vois, donc là, tu as association de marque avec le logo de la marque. Et ensuite, là, nous, on va créer avec la marque, plutôt que de faire de la pub quand on fait du sponsoring, on va justement plutôt créer du contenu. Tu vois, donc avec Shine, on a créé un challenge de 4 semaines pour lancer ton activité indépendante. Ouais. Donc, on fait un peu le pas qui va au-delà. Content un peu intelligent. Ouais. En fait, on se dit, utilisons l'expertise de la marque pour rendre service à notre audience. Ouais. Non, mais c'est ce qu'il y a de mieux. Évidemment, ça se vend plus cher que... Bien sûr. Que t'es pas du tout sur le même type de CPM. D'ailleurs, on ne vise pas les mêmes marques. Tu vois, sur notre offre de sponsoring, on va viser plutôt de la PME, de la scale-up, de la start-up un peu installée. Et sur la section pub bon plan, on va vraiment chercher la marque que tu ne connais pas. Ouais. Tu vois, le but, c'est de te faire connaître ce truc de savon géniaux qui a été créé en Bretagne par telle meuf qui, en plus, s'avère être une lectrice. Voilà, tu vois, t'es pas du tout sur les mêmes paniers, t'es pas du tout sur les mêmes lifetime value du client. Ouais, très clair. Et vous avez un petit guide ou une charte sur le choix un comité? Parce que tu peux y avoir souvent des sujets. Est-ce que demain, tu as un L'Oréal qui vient te voir? Whitelist. Exactement. Alors, nous, on est assez pragmatique, je pense, par rapport à ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va considérer, on va se poser la question. Tu vois, on a un comité édito tous les vendredis et dès qu'il y a un doute, le sujet est présenté là. Et tu vois, et ça peut être le type de marque auquel on n'a pas envie de s'associer, mais ça peut être aussi, en fait, est-ce qu'on considère que cette offre, elle est vraiment bonne pour notre audience, quoi. Tu vois, il y a des marques parfois qui vont nous démarcher où on se dit, franchement, ton site, il est dégueu, on n'est pas fiers de recommander ça, et ton produit, on n'y croit pas une seconde. Tu pourrais prendre un truc d'une voiture, je sais pas, t'as Volkswagen ou Renault ou Peugeot, pour en citer plusieurs, qui viennent te voir demain, ou est-ce que vous essayez quand même d'être toujours... Non, ça pourrait. Enfin, je veux dire, tu vois, par exemple, la question s'est posée sur l'avion. Parce que tu vois, on a une section écolo qui est importante, qui est tous les mardis, Power sur ta planète, où on va t'expliquer comment choisir les fruits et légumes de saison, comment faire ton compost. Enfin, tu vois, on va vraiment essayer de donner des outils concrets pour avoir un impact. Et puis après, on s'est dit, tiens, si on fait de la pub pour une marque d'avion, enfin pour une compagnie aérienne, c'est quand même un peu chaud. Puisque l'avion, c'est quand même évidemment un des responsables de la pollution. De l'explosion de l'empreinte carbone individuelle.
Donc, on s'est posé la question. Et puis après, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mené une étude auprès de notre audience. Est-ce que tu prends l'avion ? Oui, non. Non, j'ai arrêté. Oui, j'ai honte, mais je le fais quand même. Non, j'ai pas honte. Je m'en fous, etc. En fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que 60% de notre audience prend l'avion. Donc, c'est pareil. Faut pas se mentir. Et en revanche, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de dire, OK, on va expliquer pourquoi on a décidé de travailler, oui ou non. En l'occurrence, on ne travaille pas avec une compagnie aérienne. Mais c'était à l'époque un comparateur qui te permettait... Voilà. Et qui avait évidemment cette feature qui nous paraissait super importante de compensation carbone immédiate. Bon, évidemment, le mieux, c'est de ne pas le faire. Mais si tu le fais parce que tu as ta pote qui se marie au Mexique, bah, tu sais quoi, tu vas pas être témoin en visio. Bon. Pareil, en fait, on explique, OK, on a eu cette question, voilà ce qu'on vous a demandé, vous êtes plein à prendre l'avion, tant qu'à le faire, autant le faire bien. C'est cohérent. Bah, on essaye. Ouais, c'est pas toujours évident, mais au moins vous posez la question à chaque fois, quoi. Ouais. Très clair. Si on se reprojette un peu sur le futur, alors il y a pas mal de projets, tu nous as parlé de Vox Pulse, du développement du club, des masterclass, etc. Est-ce qu'il y a si je reviens plus sur le côté édito, des envies de lancer d'autres formats, podcasts ou d'autres verticales peut-être On pourrait lancer d'autres verticales, mais je pense que si on le faisait, ce serait sous la forme de newsletter à nouveau. Puisque bon, au bout d'un moment, quand tu masterises un format... c'est plus simple de décliner peut-être sur une même ouais, puis nous, on aime l'écrit, tu vois, on est à l'aise là-dedans. On trouve que c'est quand même une bonne manière d'expliquer la complexité du monde. Donc, pourquoi pas ? Aujourd'hui, c'est pas un truc sur lequel on est arrêté. On aimerait beaucoup, à un moment, faire un bouquin. Mmh. Tu vois, un peu cette espèce de bible de la jeune active... qui entre sur le marché du travail. Des grands piliers, etc. Tu pourrais avoir aussi bien comment je chope mon premier job comment je choisis du vin pour aller chez des potes, quoi. Ça pourrait nous faire marrer. Bon, aujourd'hui, on n'a pas trop la bande passante, mais on garde ça en tête. Ouais. Et il y a d'autres trucs qui pourraient nous faire marrer, c'est de faire un peu de... maintenant que le monde s'est complètement réouvert, c'est de faire des événements, un peu d'événements. Ouais. Parce qu'on a vraiment assez cohérent par rapport quand même à tout ce que vous faites. Tu trouves un bon annonceur aussi, un bon sponsor qui est prêt à faire le truc. Peut-être ou plusieurs. Ouais, ou plusieurs, exactement. Mais il y a des trucs à faire. On suivra ça. On arrive au bout de cet épisode. C'est le moment un peu de... Est-ce que tu as un truc cool à nous partager pour cet épisode ? Je te donnerai le mien après si tu veux. Ah ouais, grave. Alors attends, parce que du coup, moi, je me suis dit, je vais te faire choisir entre 4 choses. Et tu pourras choisir. C'est toi qui décides. 4 trucs cool et je dois choisir. Ouais. Alors, une sortie culturelle, un film, un Insta ou une anecdote sur le printemps. Alors forcément, l'anecdote sur le printemps. Le truc le plus insolite, j'imagine. Alors, savez-vous que chaque année... Non, c'est un truc auquel je pensais ce matin. Tu vois, comme on est dans une actualité qui n'est pas extrêmement riante, et que y a, tu vois, quand tu te promènes dans Paris, tu ne peux pas ignorer, si tu n'y participes pas, en tout cas, tu ne peux pas ignorer qu'il y a des manifestations partout, que la France est en tension. Et tu vois, j'ai pensé à un truc, je me suis dit, il y a cette histoire que mon père nous a toujours racontée. Lui, sa manifestation préférée, et c'est une manifestation qu'il a lancée à Bordeaux, parce qu'on vient de Bordeaux, quand il était étudiant avec ses copains, ils ont lancé une manifestation pour le retour du printemps. Chaque année, au printemps, ils prenaient leur vélo, ils se déguisaient, ils arrivaient avec des fleurs, etc. Et ils défilaient dans les rues de Bordeaux en chantant « Le printemps est là, on sait qu'il reviendra ». C'est vrai. Et en fait... Tu vois, je me suis dit, c'est quand même sympa d'avoir un peu de poésie comme ça, alors que tout est tellement sérieux et grave. Et ça n'enlève pas au fait qu'on soit dans un contexte sérieux et grave. Mais une petite pause un peu... Voilà. Ça existe encore ? Ça n'existe plus, mais franchement, faut que je lui dise de le relancer. De le relancer, le retour du printemps. Tu vois, puis c'est une manifestation qu'il faisait en plus au moment du printemps. Donc, si tu veux, l'impact était immédiat. Voilà, ça marchait tout de suite. Il y avait un effet... Ouais, un effet manif... vraiment bien. Efficace, quoi, dont on pourrait s'inspirer aujourd'hui. Voilà. En termes d'efficacité, ça bloque des choses, mais pas forcément tout ce qui était voulu. Écoute, bon truc cool. Et il y en a sur les 3 autres que tu aurais voulu vraiment mettre en avant. Écoute, il y a un... Celui sur lequel tu aurais aimé que je t'interroge.
Écoute, tous auraient pu m'intéresser, mais il y a un Insta que j'aime bien en ce moment, que j'aime bien suivre, d'une meuf qui s'appelle Alexandriane sur Insta. Donc, c'est une meuf qui tient comment on appelle ça, un magasin d'antiquités. D'accord. Mais qui, à côté, elle aime écrire. Et elle a, en plus d'avoir une plume très agréable à lire, elle a une manière de proposer des histoires à sa communauté. En fait, c'est quasiment du livre dont vous êtes le héros. Ouais. Donc, elle propose les 10 premiers chapitres de n'importe quelle histoire. Elle fait voter sa communauté sur qu'est-ce que vous voulez que je développe. Et ensuite, les histoires, elle les fait en post. Donc, en fait, chaque semaine, tu veux lire ton post pour savoir quel va être le chapitre suivant. Ouais, c'est pas mal. Et en gros, c'est du livre qui est sorti directement sur Instagram, quoi. C'est très sympa. C'est rigolo. Je mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Moi, alors, c'est beaucoup plus pragmatique et c'est très lié à l'IA générative qui est un peu mode grande marotte. C'est un service qui s'appelle Imagine Me, où tu peux mettre ta photo. Ouais. Et à partir de ta photo, alors de plusieurs photos, tu peux demander ton portrait dans n'importe quel style. Okay. J'ai trouvé ça très rigolo. Toi, t'as testé quoi ? Alors, j'ai testé en Kandinsky et Picasso, et ça fait des trucs assez rigolos. Je te montrerai ça tout à l'heure, mais c'est vraiment disponible pour tout le monde. Tu mets ta photo. Je continue d'être bluffé un peu par parce que je sais pas si de votre côté sur l'IA, il y a des choses à faire de votre côté. On bosse un peu avec GPT là. Ouais, vous testez un peu sur la rédaction. Ouais, on teste des trucs. Pour l'instant, je suis pas complètement convaincue, mais non, mais ça s'améliore bien et je trouvais ça assez rigolo. Imagine Me, je vous mettrai le lien également dans les notes de l'épisode. Léonore, merci. Merci à toi. Merci pour tout ça et cette belle aventure qu'on continuera de suivre. N'hésite pas si tu as des nouvelles, on les relaiera dans la newsletter, à laquelle je vous invite par ailleurs à vous abonner. Évidemment, après, vous êtes abonné à celle de Vox. Bien sûr. C'est important, homme ou femme d'ailleurs. Vox.org, voxe.org. Avec un E, je ne l'avais pas précisé au début, voxe.org. Merci à toutes et à tous et je vous dis à bientôt. Salut. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.